Je suis Marguerite et vous écoutez l'épisode 9 intitulé George, David, Dave et Annie. Bienvenue sur Paroles et musique, le podcast qui met la littérature au carré, qui donne une deuxième dimension au livre avec la chanson. Chaque épisode fait converger dans le récit d'un souvenir, un moment de lecture et sa bande-son. Bonne écoute. Avez-vous compris? Quel mot chante ainsi Annie Lennox? Sex Crime est le titre de cette chanson du groupe britannique Eurythmics qui date de 1984 et qui, à ce hasard, est sous-titrée 1984, comme on peut l'entendre dans un gimmick. Cette chanson provient de l'album 1984 for the Love of Big Brother, qui devait tenir lieu de bande originale d'une adaptation filmique du livre de George Orwell. Il en existe au moins 6 ou 7, sans compter les pièces de théâtre et les morceaux de musique également inspirés de ce roman dystopique, célèbre contre-utopie dont il est question dans cet épisode. Étrangement, la chanson ne fait pas partie du film car un quiproquo entre la maison de disques, à la coproduction du long-métrage, et le réalisateur, Michael Radford, qui avait déjà choisi son compositeur, n'a pas mis en avant le travail du groupe Eurythmics. Reste alors une sorte de concept album avec des titres essentiellement instrumentaux et le titre Sex Crime qui vient du français crime sexe, l'immoralité sexuelle à la faveur du twist de la traduction française, ici dans la version de 1950 due à Amélie Audiberti. Ce ne sera pas la première fois qu'on associe fort une chanson à un film. Je pense aussi à Mourir d'aimer, réalisé par André Cayatte et chanté par Charles Aznavour, sans même que l'on entende durant le film la moindre mesure, ni pendant, ni même à la fin. Mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Dans Mourir d'aimer, une trentenaire est condamnée pour détournement de mineurs. Et dans 1984, le crime consiste à avoir des relations sexuelles. Quid de l'immoralité? Big Brother is watching you. Big Brother vous regarde. Et on ne traduit pas Big Brother. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on parlait du grand frère soviétique. Orwell mentionne une moustache noire à même de dissimuler un sourire. Alors tout porte à croire qu'il s'agit de Staline, tout du moins de l'un de ses avatars en 1984. Le propos ne se réduit pas à la seule dénonciation politique du stalinisme, du nazisme, a fortiori de toute forme de totalitarisme. Il se veut une allégorie de la société telle qu'elle serait dépourvue de la moindre liberté individuelle. Même en pleine guerre froide, la figure emblématique de Big Brother s'est imposée, telle qu'elle, dans le langage courant, avec dans son sillage le novlangue, langue officielle d'Océania, et la double pensée, précepte qui garantit non pas la pluralité des croyances, mais bien l'annulation de tout esprit critique. Règne de la pensée unique, de la surveillance accrue, de la mise en rang. Le concept du livre tout compte fait est bien connu, la lettre l'est un peu moins. La science-fiction, tel un diable qui resterait dans sa boîte, sert parfois de chiffon rouge à brandir pour effrayer les braves gens. On peut aussi constater qu'elle peut se périmer. En 1982, le film Blade Runner imaginait l'avenir de 2019. Et arrivé à cette date, ou même 2 ans avant, il fut de bon ton de repousser l'échéance à l'horizon 2049, et ainsi de suite. Il y a un moyen mnémotechnique limpide pour faire un sort aux dates chez George Orwell. Pourquoi 1984 ? Sans doute parce que l'écriture du récit date de 1948. Et gardons à l'esprit que l'auteur ne verra pas de mise à jour, puisqu'il décède en 1950. Celui qui est épié, c'est Winston Smith, l'un des rouages intermédiaires de cette société ultra-hiérarchisée. Il commet 2 actes en forme de pas de côté qui lui vaudront une remise en bonne et due forme sur le droit chemin.
Au chapitre 1, il s'empare d'un carnet et entreprend d'écrire un journal intime. Et au début de la deuxième partie, après avoir lu un petit papier qui lui a été remis en main propre, il entame une liaison avec la jeune et belle Julia, qui n'est pas la femme servile, téléguidée à la solde du parti, comme il l'avait d'abord imaginé et envisagé. Alors que le novlangue se veut une sorte de manipulation suprême par le langage, on constate l'importance que revêtent les mots pour les personnages. Autour d'eux, tout est devenu antiphrase. Les slogans qui martèlent les esprits s'imposent comme une bande passante carnavalesque où tout s'inverserait. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et l'un des enjeux de l'histoire est de faire dire à Winston, qu'il le dise en étant profondément convaincu par ses propres paroles, que 2 et 2 font 5, que même lorsque le pouce est caché, sous l'effet de la torture, eh bien, la seule affirmation possible est de dire que ce sont bien 5 doigts que l'on voit. Alors même qu'il est conditionné à n'éprouver aucun sentiment, sa première femme, Catherine, est dépeinte comme quelqu'un dont aucune sensualité n'émane. Winston est déstabilisé ou plutôt reconfiguré, réinitialisé à la lecture d'un laconique « Je vous aime », le billet doux par excellence. Rien n'échappe à Big Brother, ni au télécran. Alors écrire à la main son journal ou sa déclaration représente bien plus qu'un acte de résistance. Julia a voulu attirer l'attention de Winston pour qu'ensuite ils se retrouvent. Avoir des relations sexuelles sans autre but que celui de procréer relève aussi de la rébellion. Ils se rejoignent lors d'une escapade bucolique dans le quartier des prolétaires. C'est pratique comme couverture de s'être auparavant détesté, car la première impression fut loin d'être favorable. Winston a d'abord remarqué Julia lors du rituel des 2 minutes de la haine, confondante catharsis où l'on présente l'image d'un ennemi du parti contre lequel on peut, dans un intervalle circonscrit, se laisser aller pour se conforter dans l'idée que l'on est du bon côté. Winston participe, observe celle dont il ignore encore le prénom et subit en lui la dissociation de ce qui se joue avec ce qui l'anime profondément et ce dont son journal conserve la trace. Ce n'est pourtant pas le dit journal qui le perdra, mais la trahison de celui que les amants avaient considéré comme leur complice. L'un des faits les plus marquants de cette dictature est l'annulation de la mémoire et la réécriture de l'histoire. Dans le chapitre 4, Winston s'interroge à ce sujet. Que se passait-il dans le labyrinthe où conduisait les pneumatiques ? Winston ne le savait pas en détail, mais il en connaissait les grandes lignes. Lorsque toutes les corrections qu'il était nécessaire d'apporter à un numéro spécial du Times avaient été rassemblées et collationnées, le numéro était réimprimé. La copie originale était détruite et remplacée dans la collection par la copie corrigée. Ce processus de continuelle retouche était appliqué non seulement aux journaux, mais aux livres, périodiques, pamphlets, affiches, prospectus, films, enregistrements sonores, caricatures, photographies. Il était appliqué à tous les genres imaginables de la littérature ou de documentation qui pouvaient comporter quelque signification politique ou idéologique. Jour par jour et même minute par minute, le passé était mis à jour. On pouvait ainsi prouver avec documents à l'appui que les prédictions faites par le parti s'étaient trouvées vérifiées. Aucune opinion, aucune information ne restait consignée qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. L'histoire tout entière était un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire. Le changement effectué, il n'aurait été possible en aucun cas de prouver qu'il y avait eu falsification. Le personnage de Sim est présenté comme celui qui travaille sur le dictionnaire. Et à la faveur d'une discussion à la cantine, Winston le questionne. Les principes du novlangue sont d'ailleurs repris dans un appendice. Et quelques critiques de l'œuvre d'Orwell se demandent quel statut accorder à ces ultimes pages. Simple paratexte ou fin de l'histoire ? Winston est vaincu, il aime désormais Big Brother, mais serait-il possible sous la propagande de produire dans la 11e version du dictionnaire un propos par la langue et sur la langue elle-même, en vieux langue et non en novlangue ? Prophétique 1984 ? Avec la suprématie d'Océania, la prépondérance de l'Asie n'a pas vraiment été suggérée. Et quid du prolétariat ? Ceux qui sont à un statut intermédiaire de la hiérarchie semblent envier la liberté de cette caste dont on ne parle que peu. Les prolétaires sont-ils les traîtres ou le salut ? Réponse au chapitre 8. S'il y a un espoir, avait-il écrit dans son journal, il est chez les prolétaires.
Someday they won't let you. Now you must agree. The times they are a-telling and the changing isn't free. You've read it in the tea leaves and the tracks are on TV. Beware the savage Joe of 1984. Il n'y a pas que Annie Lennox et Dave Stewart qui ont donné vie à leur propre univers dans la dystopie d'Orwell. Dès 1974, David Bowie a eu pour projet une adaptation musicale qui a été refusée par la veuve d'Orwell. Reste alors l'album Diamond Dogs, concept album ou presque, patchwork qui compile plusieurs projets allant de la fin de la période Ziggy Stardust à toute la phase B, dont les titres, ceux qui auraient narré 1984, développent un futur post-apocalypse. Je ne savais pas encore tout cela en janvier 2016, au moment de la disparition de David Bowie, quand les pieds de ma petite fille tambourinaient à travers mon ventre au son de Rebel, rebel, put on your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Rebel, rebel, after they know. Hot tramp, I love you so. Au-delà de son côté compilation, l'album Diamond Dogs sonne très funk par ses chansons inspirées de George Orwell, couleur musicale qui dénote en amont des sonorités new wave de Rhythmix. La réalité des personnages de 1984 supporte-t-elle une bande-son? Les télécrans jouent une musique abrutissante que l'on ne perçoit même plus. Alors, que l'on soit en 1974 ou en 1984, les chansons inspirées du livre même restent le meilleur des hommages. Merci d'avoir écouté cet épisode intitulé George, David, Dave et Annie.
Vous avez pu entendre les chansons Mourir d'aimer de Charles Aznavour, 1984 de David Bowie et Sex Crime du groupe Eurythmics. Si vous avez apprécié l'épisode et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et retrouvez-moi sur la page Instagram de Marguerite. À bientôt!